Merci, Monsieur le Président. Merci, Dr Benachnou. Avant de commencer, permettez-moi de remercier donc l'entreprise Sonatrach, les ressources humaines donc, de Sonatrach, d'organiser cette séance qui va porter sur la santé et l'entreprise. Avec un objectif, l'entreprise doit devenir un territoire de santé. Voilà un peu, donc, je place le cadre de mon intervention. Et si nous nous intéressons aux questions des lésions d'origine professionnelle, celles-ci sont une préoccupation depuis l'Antiquité. Et il faut revenir à Hippocrate, à Pline l'Ancien, dans l'Antiquité, pour retrouver dans les écrits l'énoncé de pathologies associées aux travaux exposant particulièrement au soufre et au mercure chez les mineurs. Donc vous voyez que cette préoccupation est très ancienne et cela relève du fait que la force de travail, qui était les esclaves à l'époque, était décimée par ces maladies d'origine professionnelle. Plus près de nous, Ibn Sina, j'en parle puisqu'il représente un peu un des philosophes et des scientifiques de la pensée musulmane à son apogée, a écrit sur la pollution de l'air, sur les maladies liées à l'exposition au plomb et sur les maladies des mineurs. Tout de suite après, avec le passage, si vous voulez, de l'évolution scientifique dans le monde occidental, nous voyons apparaître des noms comme Paracelsus, que vous connaissez tous, qui était un chimiste. Ramazzini, lui, a donné le cadre scientifique, la méthodologie, si vous voulez, et a publié en 1701, donc au début du XVIIIe siècle, De Morbis Artificum, qui est pratiquement l'écrit qui constitue le fondement de la médecine du travail. Sir Percival Pott, lui, est connu par le fait qu'il a rattaché pour la première fois dans le cadre d'une étude épidémiologique à Londres le cancer du scrotum à l'exposition des ramoneurs. Les ramoneurs que nous, on a connus, notre génération a connus avant l'apparition du gaz naturel. Donc les ramoneurs qui nettoyaient les cheminées avaient des cancers du fait des souillures de leurs vêtements par la suie, et donc la suie du charbon. Voilà un peu sur le plan historique. Nous arrivons tout de suite à la phase de la révolution industrielle qui a mécanisé et introduit le travail à la chaîne, avec donc les mines de charbon, les hauts fourneaux, le textile, et apparition donc de nombreux accidents du travail graves et qui ont entraîné de nombreux mouvements d'ordre sociaux. C'est très bien décrit dans un film que Charlie Chaplin a présenté, donc, où on le voit donc devant des mécanismes très complexes et qui exposent le salarié à des accidents du travail. L'Organisation mondiale de la santé estime à 4% du produit national brut mondial annuel, soit 1250 milliards de dollars, qui sont absorbés par les coûts des directs et indirects des lésions d'origine professionnelle. En Algérie, malgré le très faible nombre donc, de publications sur le domaine, il est rapporté qu'il y a à peu près 50 000 accidents sont déclarés et 600 décès sont enregistrés par année. Alors, de ce fait, du fait des mouvements sociaux, dans certains pays, comme l'Allemagne avec Bismarck, nous avons vu la création de la sécurité sociale, donc qui est le fondement de la solidarité, si vous voulez, une solidarité nationale pour la préservation et la réparation des lésions d'origine professionnelle. Est apparu, si vous voulez, à la fin du 19e siècle en France, les premières lois relatives aux accidents du travail qui ont été réimplantées en Algérie en 1920, dans l'Algérie coloniale. Ce n'est que le 25 octobre 1919 que les premiers tableaux des maladies professionnelles ont été publiés. Donc, cette solidarité, cette approche solidaire est fondée sur la notion de risque professionnel. Elle prévoit la présomption de responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail et une réparation forfaitaire du dommage était à la charge de l'employeur.
le salarié, lui, pouvait souscrire une assurance facultative auprès des compagnies privées. Alors, en Algérie, la médecine du travail a évolué par donc, les lois qui ont été publiées donc, avec Mme Zhor Ounissi, et pratiquement il y a eu unification du système de sécurité sociale, et la médecine du travail devait concerner l'ensemble des salariés. Et quelle est la particularité de cette médecine du travail? C'est que le médecin du travail était considéré, et toujours à ce jour, considéré comme le pivot de cette organisation. Son rôle est d'évaluer l'aptitude au travail, et c'est le but ultime de ces interventions. Il s'agit là d'une particularité héritée du système français. Elle est unique au monde. Mais en face des mutations économiques et de la mondialisation, nous voyons apparaître de nouvelles pratiques, même en Algérie, par exemple dans les multinationales, qui importent avec elles, qu'elles soient anglo-saxonnes ou autres, elles apportent avec elles leur modèle de fonctionnement. Et donc, nous voyons un changement, si vous voulez, dans l'approche de la médecine du travail. C'est en 1986, avec la charte d'Ottawa, que l'Organisation mondiale de la santé introduit le concept de santé au travail. Quelle est l'idée princeps? C'est que l'individu ou le groupe doit pouvoir identifier, réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évaluer dans son milieu pour s'y adapter. Donc la bonne santé est perçue comme une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel. Mais également, elle est une composante essentielle de la qualité de vie. L'évolution des modes de vie, de travail et de loisirs doit être une source de santé pour la population. De la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une société plus saine. Il existe donc bel et bien une notion de santé au travail. De nombreux chercheurs, j'en donne un exemple avec Mme Claire Thivierge, qui en 2010 rapporte, donc c'est un chercheur donc, qui collabore avec l'IRSST au Canada, qui rapporte que des études ont démontré que lorsqu'on investit 2 dollars dans le domaine de la prévention, lorsque nous investissons 1 dollar dans le domaine de la prévention en santé au travail, le retour sur investissement, le ROP, évolue de 2 jusqu'à 4 dollars. Donc, même en période de crise économique, il est toujours bénéfique pour l'entreprise d'investir dans le domaine de la prévention de la santé au milieu de travail. Bien sûr, cette approche doit se faire dans le cadre de projets de santé au travail, de programmes et d'actions. Et on distingue 3 étapes dans la prévention santé. Alors, la prévention primaire qui va s'attacher aux personnes que l'on veut conserver en bonne santé. La prévention secondaire va cibler les individus qui ont déjà un style de vie à risque et des valeurs biométriques anormales. Et la prévention tertiaire va s'intéresser à la gestion du cas des gens déjà malades. Donc, dans une entreprise, l'entreprise devrait être en mesure d'identifier parmi ses salariés au moins ces 3 groupes pour développer des programmes spécifiques à chacun d'entre eux. Par des actions concrètes, des actions qui vont être individualisées ou des actions collectives qui vont s'intéresser par exemple à la réorganisation du travail. Ces 2 types d'actions, individuelles et collectives, doivent être complémentaires. Alors, quels sont les outils? Bien sûr, de nombreux chercheurs ont veillé à développer des outils pour aider les managers à concevoir leur tableau de bord pour mesurer cet état de santé et pour mesurer les conditions de travail. Donc, l'évaluation des conditions de travail constitue un préalable pour définir la stratégie santé au travail de l'entreprise. Premièrement, il s'agit de répondre à la question « Quels sont les troubles de santé les plus répandus parmi les collaborateurs ?» Deuxièmement, quelles actions de prévention privilégier pour obtenir de meilleurs résultats? Ensuite, comment mesurer l'impact des actions que j'ai menées en termes de bien-être ou de réduction, par exemple, de l'absentéisme d'origine médicale? Donc, il s'agit de disposer d'un petit nombre d'indicateurs et de les traduire
tous en action, plutôt que de faire un état des lieux trop complexe qui ne pourra pas être suivi d'actions concrètes. L'Organisation mondiale de la santé a identifié en priorité 4 maladies que toute entreprise devrait cibler. Les accidents vasculaires, donc l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, le diabète et le cancer. Pourquoi ces 4 maladies? Tout simplement parce qu'elle a démontré, l'Organisation mondiale de la santé a démontré que l'on peut réduire de 50% ces risques avec des moyens simples à notre disposition au quotidien. Donc, ces 4 maladies sont à l'origine de 60% des décès chez l'adulte. C'est ainsi que des entreprises dans beaucoup de pays, particulièrement aux USA, ont proposé donc des programmes d'action qui sont dénommés stratégies santé. Alors, l'entreprise diffuse un questionnaire ou des questionnaires sur l'état des lieux concernant la santé du personnel dans l'entreprise à travers plusieurs biais, y compris le web. Le salarié, collaborateur motivé, identifie ce qu'il est susceptible de faire pour sa santé, et l'on revient à l'idée donc de l'implication de l'individu dans la démarche santé au travail, et ces entreprises ont identifié dans leur modèle socio-culturel et sanitaire 5 critères. Le stress, l'alimentation, donc les pathologies liées à l'alimentation, le stress découlant de l'organisation du travail, l'activité physique, le manque d'activité, la sédentarité, et le tabagisme, et en particulier l'alcoolisme. On peut remplacer l'alcoolisme par la toxicomanie, que ce soit du fait de drogue dure ou de médicaments. Les personnes doivent accepter, ceux qui veulent accepter de jouer le jeu vont faire des choix et participer aux programmes qui sont proposés par l'entreprise. Ces programmes sont financés par l'entreprise. Alors, comme vous connaissez le goodwill économique, actuellement, dans le marché mondial, un investisseur qui veut acheter une entreprise s'intéresse au goodwill économique de l'entreprise, son bien-être, à travers des indicateurs. Mais maintenant, un autre goodwill a été introduit, c'est le goodwill social. Et c'est ainsi que nous avons un indicateur, par exemple, l'indice de bien-être au travail. C'est le premier système de mesure du bien-être au travail. Et vous voyez qu'il est exprimé à travers une formule tout à fait mesurable. L'indice de bien-être exprimé en pourcentage est égal à 100 fois la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est une des lignes que nous retrouvons dans le bilan comptable d'une entreprise, moins l'indice de mal-être divisé par la valeur ajoutée. Et vous voyez à droite, donc, je ne sais pas si c'est tout à fait clair, oui, si on avait réduit un peu l'éclairage. Bon, mais donc, les entreprises qui ont un IBET, un indice de bien-être supérieur à 0,95, donc un niveau d'engagement, un surengagement. Entre 0,90 et 0,95, nous avons donc une adhésion de l'entreprise donc, au goodwill. Et les entreprises qui ont un indice de 0,85 à 0,90 ont une bonne pratique. En dessous de 0,90, l'investisseur va hésiter à acheter, parce que s'il achète cette entreprise, il va acheter le mal-être social. Donc il va acheter les conflits, il va acheter un personnel en mauvaise santé, et ceci risque d'impacter sa valeur ajoutée, et la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc il s'agit d'optimiser la réussite d'un programme santé et bien-être. Nous avons un programme, mais il faut absolument l'optimiser. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans une situation dégradée dans une entreprise, on retrouve toujours 2 ou 3 éléments communs à toutes les entreprises. L'intervention en santé au travail est généralement trop tardive. Les dispositifs palliatifs sont en décalage par rapport à la réalité du travail, ou bien les solutions proposées peuvent être réductrices. De ce fait, il faut anticiper. Et donc, nous partons vers la motivation de l'ensemble des acteurs
à la santé au travail. Et quand on dit motivation, ce n'est pas un terme vague. Il y a des techniques de motivation qui sont... il y a des packages de motivation, il y a des formations dans le domaine de la motivation, y compris le behavioral assistance, etc. Donc il s'agit aussi de s'appuyer sur les services de santé au travail, qui constituent un regroupement de professionnels de la santé au travail. Il faut redonner la place à l'écoute sur les lieux de travail. Quand on dit redonner la place à l'écoute sur les lieux de travail, cela veut dire que les chefs d'atelier, les contremaîtres, les chefs d'équipe, les chefs de département, donc c'est le management, tout le management est impliqué. Il faut susciter l'adhésion par des politiques de prévention qui sont bien sûr donc considérées par la direction, le top management, aussi importantes que les objectifs des autres politiques de santé en milieu de travail. Alors, un mot sur les normes, parce qu'on ne peut pas faire le détour sur les questions, donc si vous voulez, de management et de gestion sans parler de normes. Une norme est un référentiel. Il se trouve que pour la santé au travail, nous avons un exemple, c'est la norme de BNQ du Québec, qui est dénommée Entreprise en santé, et qui donc introduit la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables à la santé au milieu de travail. Vous avez ici 12 chapitres, avec donc des détails sur chacun de ces chapitres. Je ne vais pas vous les lire. Alors, une autre norme apparaît actuellement et qui vient d'être adoptée, elle était en projet, c'est la norme ISO 45000, une version 2018 sur le système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, même chose, elle est conforme aux autres normes donc, de l'environnement, du management, donc 9000 et 14000. La démarche, c'est toujours la même, sans que c'est la mise en œuvre de politiques, les processus, les dangers et les risques doivent être déterminés, les contrôles opérationnels, la motivation et la sensibilisation au risque, l'évaluation des performances et le rôle actif qui doit être dévolu aux salariés. La formation est stratégique. Il faut former les acteurs impliqués, que ce soit les professionnels de la santé, les employeurs, les managers et ceux qui décident, surtout les décideurs. Hein. Donc, d'où la nécessité de mettre en place des programmes de formation adaptés. Je pense qu'en Algérie, on devrait commencer à s'y mettre et à revoir donc les programmes de santé des infirmiers en santé au travail, des médecins, donc des médecins du travail. Réfléchir sur un référentiel de compétences qui va permettre de valoriser les métiers et faciliter la coopération interprofessionnelle. C'est ainsi, par exemple, dans certaines grandes écoles, on commence à enseigner le management de la santé au travail au CNAM, par exemple en France, à Paris, au Conservatoire des arts et métiers, et dans plusieurs universités. Il serait bien que nos laboratoires de recherche en santé au travail ou en santé environnement développent des post-graduations dans ce domaine, et l'équipe de Tlemcen a fait beaucoup, je vois ici le professeur Taleb que je salue, est très en avance dans ce domaine, puisqu'elle a lancé 2 post-graduations spécialisées à l'Ouest. Et bien sûr, les conditions de la réussite, c'est la pluridisciplinarité. Donc l'approche santé au travail est une approche qui part du management. Elle n'est pas dévolue au médecin du travail. Le médecin du travail fait partie d'une équipe pluridisciplinaire et chaque intervenant, chaque acteur a ses missions et ses responsabilités. Le contexte, juste un mot sur le contexte, nous sommes en Algérie, il faut toujours recontextualiser. Alors, d'abord, la question de l'évaluation des risques. J'avais dit que le primo movens, c'est d'abord l'évaluation des conditions de travail. Sur le plan législatif et réglementaire, nous ne sommes pas encore à niveau dans la mesure où nous nous retrouvons à partir d'un inventaire sur la législation. À aucun moment, l'expression du terme évaluation des facteurs de risque dans la législation algérienne. Et l'employeur n'est pas responsabilisé dans l'évaluation des risques, de par la réglementation algérienne. L'identification, peut-être, mais l'évaluation, ça veut dire autre chose. Hein, l'évaluation, c'est la mesure. Alors, dans le contexte, si nous jetons un coup d'œil sur les entreprises en Algérie, nous avons 90 des entreprises qui sont du type personnes physiques ou PME, du secteur privé, qui activent tous dans le secteur tertiaire,
le secteur agricole n'est pas représenté dans ces statistiques, les statistiques de l'Office national, l'ONS. Le secteur informel, qui a une place réelle dans l'économie, n'est pas recensé. Et nous avons 10% des entreprises qui sont de grandes et moyennes entreprises, plutôt dominées par le secteur public administré. Elles évoluent dans un contexte où, pour la plupart, la concurrence est absente et elles sont financées par les ressources qui proviennent des hydrocarbures. Donc nos grosses entreprises sont encore protégées par, si vous voulez, le marché intérieur. Alors, est-ce que le contexte algérien est favorable à des politiques de santé au travail? L'approche dominante, c'est la politique de santé publique, de surveillance périodique des salariés pour l'aptitude au travail, avec une composante curative. La fonction publique qui était exclue de ce système commence à introduire des activités de médecine du travail. Certaines grandes entreprises publiques ou multinationales ont leur propre programme de santé au travail intégré à une approche de type santé-sécurité au travail. La couverture de médecine du travail est prestée surtout par le système national de santé, qui est très faible pour les PME. Les agriculteurs en sont exclus, le secteur informel est hors de tout projet national de santé au travail. Le système national de santé public, heureusement, est gratuit à ce jour. Il prend en charge les soins curatifs de la population et les programmes de prévention générale tels que la vaccination. En conclusion, je dirais que la santé au travail constitue un objectif stratégique pour la réussite des entreprises. C'est une démarche globale qui doit être intégrée dans les politiques de ces différents processus. L'engagement des dirigeants et la démarche participative en sont des garants. L'adaptation des programmes aux réalités de leur environnement politique, économique, social, sanitaire et législatif est un prérequis. La détermination des besoins et les réponses qui leur sont apportées visent le bien-être en milieu de travail et nécessitent un suivi tout le long de la boucle d'amélioration. L'innovation, quant à elle, relève des conditions propices et du génie des intervenants. Ici, je vous mets quelques références que vous pouvez retrouver donc, sur le web. Je vous remercie.